Bonjour à toutes et tous. Je suis Nathalie Bernet-Bécu, Crédit Manager du groupe Fréquin et administratrice de l'AFDCC. Et je vous accueille avec grand plaisir au nom de l'AFDCC pour ce webinaire en partenariat avec Elisphère. Je vous fais pour commencer une petite précision technique. Donc les micros et les caméras de tous les participants vont être coupés tout au long des interventions pour le confort de tous. Vous pourrez les réactiver bien sûr en fin d'intervention pour réagir directement, poser vos questions. Vous pouvez également tout au long des interventions réagir via le chat et nous nous chargerons de reprendre vos questions, vos réactions dans le temps de questions-réponses si vous ne souhaitez pas le faire de vive voix bien sûr. Je ferme cette parenthèse technique. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui porte sur les comportements de paiement et la pérennité des entreprises. Donc, nos intervenants d'Elisphère vont nous donner leurs prévisions pour les prochains mois et leurs pistes pour mieux anticiper ces phénomènes. Nous avons donc 4 intervenants chez Elisphère, Michael Delaporte, Max Chameau et Géraud Zeller. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, Géraud Zeller, je suis le responsable de l'offre Risk Management chez Elisphère. Je vais vous introduire le sujet avant de passer la parole donc, à mes collègues pour préciser les différents enjeux. En fait, on parle beaucoup depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années, des nouveaux risques qu'il faut de plus en plus prendre en compte dans l'analyse, dans l'évaluation des tiers. On parle de la RSE, on parle de la conformité, on parle de la fraude qui explose. Mais finalement, dans ce changement d'approche-là, qui s'opère dans l'évaluation des tiers, il y a un changement qui est le plus impactant et qu'on observe en ce moment, c'est le focus sur le cash. Là où historiquement, on regardait beaucoup la solvabilité, on va de plus en plus regarder la trésorerie et la question, c'est comment anticiper ce qui justement va venir impacter la trésorerie des tiers que nous analysons. Donc ça, on peut le constater avec toutes les crises qui se sont succédées. Il y a eu le Covid, l'inflation, la montée des taux d'intérêt, le conflit russo-ukrainien, la pénurie de matières premières, etc. Donc tout ça, ça a eu un impact fort sur la trésorerie des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quitter la logique finalement comptable et statique, d'autant plus que la donnée financière devient de plus en plus rare avec la confidentialité des comptes et de plus en plus d'entreprises qui la choisissent. Mais quitter cette logique comptable pour aller vers une logique de connaissance. Et c'est dans cette logique de connaissance, notamment en regardant les comportements de paiement, l'environnement conjoncturel, que nous allons pouvoir voir justement et anticiper les éléments récents qui vont venir impacter la trésorerie des entreprises. Donc c'est pour ça que nous allons commencer par une présentation sur les comportements de paiement par Michael. Et derrière, la question de la vitalité entrepreneuriale par Max, pour justement vous informer sur ces éléments-là et ensuite vous montrer comment est-ce que chez Elisphère, on prend en compte ces éléments pour vous aider aussi à décider rapidement lorsque vous évaluez un tiers. Elle, je te passe la parole. Okay. Donc bonjour à tous, je suis Michael Delaporte, chargé de collecte de données chez Elisphère et spécialisé sur les comportements de paiement. Donc en fait, chez Elisphère, on va retenir 3 indicateurs de comportement de paiement qui sont le délai de paiement moyen, le retard de paiement moyen et les habitudes de paiement. Donc en fait, c'est souvent il y a une confusion qui est faite entre les 2 premiers indicateurs. Le délai de paiement moyen, donc c'est un indicateur qui est très suivi, qui est intéressant, mais qui ne prend pas forcément
en compte les différentes disparités en termes côté du secteur sectoriel ou en termes de comportement de paiement selon la taille de l'entreprise. Donc voilà. Côté retard de paiement, donc le retard de paiement, il intègre la notion d'échéance convenue contractuellement entre deux entreprises. Donc là, tout ce qui est au-delà de l'échéance, c'est du retard et donc c'est une situation qui n'est pas normale. Côté habitude de paiement, là, c'est un indicateur qui permet de visualiser le comportement de paiement habituel d'une entreprise. En fait, c'est la proportion de factures payées à échéance et après échéance et qui par tranche d'échéance. Donc, en fait, c'est la proportion de factures en pourcentage qui sont payées avant ou après échéance. Pour nous, dans une logique de gestion du risque crédit, ces deux derniers indicateurs sont un peu plus intéressants. Quelques rappels importants sur la situation. Donc, le crédit interentreprise est la première source de financement à court terme des entreprises. Les causes des retards de paiement, il y en a 3 déterminées. Donc, le retard de paiement qui est volontaire. Donc, c'est une entreprise qui a pour politique de faire de la trésorerie sur le dos de ses fournisseurs. Donc, c'est des cas qui sont rarement constatés côté des GCCRF, mais c'est des choses qui arrivent, qui existent du moins. Donc, c'est souvent quand la relation commerciale est déséquilibrée, l'entreprise ne paye pas volontairement sans justifier de son retard ou en créant des litiges sans fondement. La deuxième cause du retard de paiement, elle est organisationnelle. Donc, c'est des entreprises, là, c'est souvent constaté côté grandes structures, ETI, grandes entreprises, mais aussi administration publique. Donc, les organisations sont inadaptées, les équipes sont sous-dimensionnées et donc, en fait, ça génère des retards qui sont souvent légers mais chroniques. Et la troisième cause de retard de paiement, elle est conjoncturelle. Donc, c'est une entreprise qui fait face à des difficultés économiques, économiques et financières, et qui a des tensions de trésorerie. Donc, ça, c'est des retards qui sont souvent constatés du côté des TPE, des PME. Donc, ce n'est pas des retards qui sont voulus, mais les entreprises ne peuvent pas faire autrement. Un autre rappel aussi, ce sont les conséquences de ces retards de paiement. Donc, les retards de paiement fragilisent les entreprises. Certaines sont obligées de s'endetter pour pouvoir fonctionner normalement à cause de retard de paiement. Et ça peut conduire à terme à la défaillance quand c'est répété. L'autre conséquence, c'est que ça freine la croissance de l'entreprise. La croissance de l'entreprise, donc l'entreprise ne peut pas investir, ne peut pas embaucher et donc ne peut pas croître. Donc il y a aussi également aussi des leviers qui ont permis d'améliorer les choses, évidemment, des leviers existants. Un cadre réglementaire qui a été fixé par la LME, des contrôles de la DGCCRF qui permettent de faire des rappels à l'ordre auprès des entreprises, le name and shame. Alors là, ce côté name and shame, c'est surtout les grandes structures qui y sont sensibles. Malheureusement, la couverture médiatique reste un peu trop modeste encore. Le levier financier qui est également utilisé depuis quelques années maintenant, donc les amendes, les sanctions, les indemnités forfaitaires. Par contre, c'est vrai que l'efficacité reste encore un peu trop limitée. Par exemple, une TPE ne fera pas forcément appliquer son droit pour préserver la relation commerciale et les sanctions DGCCRF, les amendes sont plafonnées et impacteront plus proportionnellement plus une PME qu'une grande entreprise. Et enfin, le dernier levier qui permet d'améliorer les choses, la situation, ce sont les évolutions technologiques. Donc, il y a une démocratisation des outils de cash management
qui permet d'automatiser la relance des factures, la facturation électronique qui va fluidifier, qui va continuer de fluidifier le processus de facturation. Et peut-être également l'arrivée de l'IA qui va augmenter l'efficacité de ces outils existants. Ensuite, en matière de comportement de paiement, donc, nous, on a constaté à octobre 2024 qu'il y a eu une forte détérioration globale des comportements de paiement. Un retard de paiement moyen qui a augmenté de presque 9%. Donc, cette augmentation touche quasiment tous les secteurs. Même les bons élèves, par exemple le commerce qui est cité comme le plus respectueux de ses engagements, a connu une augmentation de 4% de son retard de paiement moyen. Et de l'autre côté, donc, nous avons les plus mauvais élèves, on va dire. Et parmi ces mauvais élèves, la construction qui a fait des gros efforts pour améliorer les choses. Et on constate une amélioration de son retard de paiement moyen de 4%. Donc, en fait, le retard de paiement moyen a diminué de 4%. Et donc, ça, c'est un effort qui a été constaté sur les 12 derniers mois. Donc, comme quoi les choses peuvent évoluer positivement. Juste un autre focus aussi côté sectoriel. Là, il y a une entrée dans le flop 3 du secteur de l'information et de la communication avec une détérioration de plus 25% de son retard de paiement moyen. Et le deuxième secteur qui a connu une très forte augmentation, c'est le secteur de l'activité immobilière. En termes de taille d'entreprise, donc vous pouvez constater qu'il y a quand même des différences en fonction de la taille de l'entreprise en matière d'habitude de paiement. Donc on constate que les TPE sont bien plus scrupuleuses dans le respect de leurs échéances. Alors ça s'explique par différents facteurs, hein. Il y a une volonté de maintenir une relation commerciale, bien payée pour continuer à être livré et à travailler. Il y a aussi, d'un point de vue organisationnel, un volume de factures qui est nettement plus faible à traiter et une organisation qui est aussi également plus simple. De l'autre côté, pour les grandes structures, les ETI, les grandes entreprises, on remarque que 2/3 de leurs factures sont payées en retard de 1 à 30 jours. Donc, c'est des retards légers, mais c'est des retards quand même. Et en fait, on retrouve un peu ici le constat qui est fait par la DGCCRF dans ses rapports annuels, des retards légers et chroniques. Comme je l'ai expliqué un peu plus en amont, c'est souvent dû à des organisations plus complexes et inadaptées au volume de factures à traiter. Donc là, on arrive à une situation qui est assez, une situation qui est assez ubuesque, dans la mesure où les TPE ont des conditions de paiement qui sont plus strictes, ce qui est logique, ce qui semble assez logique parce que ce sont les plus fragiles et les entreprises qui accordent des crédits sont plus susceptibles de faire face à des impayés. Donc, c'est des conditions qui sont plus strictes pour les TPE, de 30 à 40 jours, contre de 45 à 60 jours pour les grandes entreprises. Mais c'est également celles qui respectent le plus leurs engagements. Alors que côté grandes structures, ETI, grandes entreprises et administration publique également, là, on a des conditions qui sont beaucoup plus favorables, mais avec des retards de paiement qui sont beaucoup plus, qui sont fréquents, qui sont normales. Il faut bien rappeler qu'une TPE, une PME ne peut pas se permettre d'avoir 60 jours de cash à l'extérieur. Voilà, c'est un rappel qui est important, surtout sur des secteurs d'activité qui sont en souffrance. Slide suivante, c'est possible. Merci. Ensuite, donc, sur les comportements de paiement, les perspectives, donc, de manière générale, nous envisageons une dégradation du retard de paiement moyen sur 2025. Ce retard de paiement sera plus ou moins fort, cette dégradation sera plus ou moins forte
en fonction des efforts qui seront faits par les grandes structures, que ce soit les grandes entreprises et notamment les deux ETI, qui n'ont pas beaucoup fait évoluer les choses depuis sur l'année 2024. Donc, s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits, côté retard de paiement moyen, la détérioration sera un peu plus forte. Les secteurs concernés, donc en côté secteur, le commerce devrait rester le bon élève, même si une détérioration est attendue. Côté de la construction devrait sortir du flop 3 si les efforts sont maintenus. Et les secteurs qui devraient connaître une détérioration continue et assez forte encore, ce sont le CHR et puis les activités immobilières. Voilà. Côté des pistes d'amélioration, donc nous, en fait, ce qui est pas mal, c'est que j'essaie de regarder, moi, personnellement, ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et il y a des choses qui sont mises en place, qui existent et qui pourraient être reproduites en France. Par exemple, aux Pays-Bas, quand une relation est déséquilibrée entre une TPE et une ETI ou grande entreprise, les conditions de paiement sont beaucoup plus strictes, obligatoirement beaucoup plus strictes. Elles sont cadrées. Et les sanctions, enfin en tout cas les indemnités forfaitaires, sont beaucoup plus élevées également en cas de retard. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être mises en place. En Allemagne, par exemple, il y a un recours beaucoup plus systématique, quasiment même systématique à l'escompte. Donc, une remise qui est faite contre paiement avant échéance. Voilà. Et puis, la généralisation de la facturation électronique devrait quand même si ce ne sera pas la révolution, devrait quand même améliorer la situation. Voilà. Alors, juste une dernière chose. Okay. Je voulais donc en fait je me permets de remercier tous les adhérents à notre programme des cubes parce qu'en fait tous ces chiffres et ces indicateurs sont là quand même grâce à eux parce que les données qu'ils nous envoient nous permettent de produire ces statistiques et ces chiffres qui permettent de piloter. Voilà, je te laisse la main, Jérôme. Oui, parce que la question maintenant, c'est comment est-ce que vous pouvez prendre tout ça en compte dans votre analyse, mais rapidement. Parce que voilà, il faut intégrer les retards de paiement, c'est ce qui vous permet de voir s'il y a une potentielle tension de trésorerie. Et c'est cette évolution des comportements de paiement que vous allez regarder, pas forcément uniquement la situation statique. Et donc, effectivement, nous nous appuyons sur un programme que nous appelons des cubes, comme vient d'en parler Mickaël, et qui nous permet de collecter en fait toutes les expériences de paiement, et donc de pouvoir construire un indicateur que nous appelons PayTrend, au stade suivant. Et en fait, cet indicateur PayTrend permet de voir justement le nombre de jours de retard de paiement moyen. Et non seulement ce retard-là, mais également l'évolution. Parce que ce qui compte, c'est certes de savoir effectivement si un tiers paye mal, est mauvais payeur, ou au contraire s'il paye bien, mais c'est aussi l'évolution nous faut regarder pour voir s'il paye de moins en moins bien. Et c'est ça qui doit permettre de savoir, c'est un signal fort qui vous permet de savoir s'il y a une tension de trésorerie et un risque qui pourrait aboutir sur un impayé. Il faut suivre de près. C'est important de suivre ces retards parce que toujours, on va regarder ce qui va impacter la trésorerie. Et donc, c'est pour ça que Max va maintenant vous parler de la vitalité entrepreneuriale et notamment de l'impact sur les secteurs qui eux-mêmes vont impacter la trésorerie de vos tiers. Écoutez, oui, bonjour à tous, Max Jameau, responsable du pôle économique. Alors, vous découvrez ici une situation à fin octobre sur 12 mois glissants
Alors, un petit rappel par rapport à l'indice de dynamisme entrepreneurial, c'est globalement le rapport entre création et disparition d'entreprises. Plus le taux de création est élevé par rapport à celui des disparitions, plus l'indice globalement sera fort. Alors, que remarquons-nous? Donc un indice qui a été bien orienté jusqu'en 2022 et qui décroît depuis, conjointement à une accélération, je dirais, des défaillances en 2024. Les créations de sociétés commerciales qui étaient bien positionnées jusqu'en 2022 sont donc sur le repli, alors que les disparitions, liquidations judiciaires comprises, sont à la hausse. Dans le détail, concernant les créations de sociétés commerciales en France métropolitaine à fin octobre, elles se situent donc sur 12 mois glissants à plus de 260 000, en retrait de moins 6,4% par rapport à l'exercice précédent. Le recul est plus prononcé dans les DROM, avec plus de 11 200 créations, soit un retrait globalement de moins 25%. Alors, vous avez ici un historique depuis 2013 des défaillances et procédures de sauvegarde, tant en France métropolitaine que dans les DROM. Comme évoqué donc sur la slide précédente, vous constatez donc que les procédures poursuivent leur progression. Alors, bon, quelques commentaires sur un plan géographique puis sectoriel. La remontée du nombre de défaillances est toujours inégale selon les régions. Sans surprise, nous retrouvons le trio de tête habituel, à savoir l'Île-de-France, suivi de l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis de PACA. On peut estimer que les territoires les plus épargnés semblent être les moins dynamiques économiquement, à savoir par exemple la Lorraine, la Basse-Normandie, la Bourgogne ou encore le Limousin. Au plan national, le BTP a enregistré sans surprise une augmentation de plus 30,5% du nombre de défaillances en métropole, avec que 17 422 structures concernées. Il faut savoir qu'historiquement, de toute façon, ce secteur du BTP a toujours représenté historiquement près d'un quart des défaillances enregistrées. Dans les DROM, le nombre de défaillances est également à la hausse. Rappelons que le tissu économique des DROM se caractérise par une forte densité de TPE et un fort taux de mortalité de ces petites entreprises. Globalement, on peut dire qu'à fin octobre 2024, tous les secteurs ont été sinistrés et exposés, je dirais, à des évolutions d'environnement telles l'inflation, la hausse des taux et les arbitrages des ménages. Alors, sur cette slide, nous ne sommes plus sur des comptages sur 12 mois glissants, mais sur des mensuels comparés à leur équivalent en 2023 sur la même période. Alors, comme vous le remarquez, l'orientation à la hausse des défaillances est évidente et se poursuit donc depuis janvier dernier. Léger retrait néanmoins sur le T3 en France métropolitaine, mais néanmoins à plus 18,5 par rapport au T3 2023. Dans les DROM, l'orientation est identique, je dirais, avec par contre un T3 qui est plus accentué avec une évolution de plus 24% par rapport à 2023. Alors c'est sans surprise, compte tenu du contexte global en Outre-mer, les manifestations, les émeutes en Martinique contre la vie chère depuis septembre dernier. On a eu également la crise de l'eau, la problématique des migrants illégaux à Mayotte. Donc, je dirais que pour les entreprises qui étaient déjà avec des trésoreries tendues, la baisse d'activité ou l'arrêt d'activité a été fatale. En termes de procédure de sauvegarde, même tendance haussière, je dirais, avec néanmoins un T2 plus clément, moins 1,1% par rapport à 2023 en France métropolitaine. Pour les DROM, le moins 53,5% d'évolution sur le T3 2024 est à relativiser, je le précise, compte tenu du faible volume de procédures concernées et du fait que l'économie locale ainsi que l'administration ont été et sont toujours fortement donc perturbées. Alors, donc, dans les mois qui viennent, la conjoncture. Alors, on va commencer par le contexte international. Je ne vous apprends rien en disant qu'il est tendu. Donc, aux USA, l'élection de Trump est synonyme clairement de politique protectionniste, avec le retour de mesures douanières et d'une taxe
comprise entre 10 et 20% sur les produits importés. Je rappellerai simplement que les USA sont le 4e partenaire commercial de la France, l'export, avec en gros 45,2 millions d'euros en 2023. La Chine, alors la Chine, la deuxième économie mondiale, ou celle qu'on considère comme telle, est clairement au ralenti depuis la sortie de pandémie. Les prix de l'immobilier ont entamé clairement une chute là-bas qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. Et on constate aussi une forte baisse de la consommation. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, Israël. Bon, le conflit israélo-palestinien en cours avec les tensions avec l'Iran, la Russie, le Liban et donc de nombreuses répercussions internationales. Bon, quant à l'Ukraine, donc inutile de vous rappeler ce conflit qui a débuté en février 2022. Alors, le contexte européen. Alors, bon, concernant, je dirais, ce qu'on appelle communément le moteur franco-allemand, force est de constater qu'il patine. Bon, tout d'abord, l'Allemagne traverse une crise politique avec des élections anticipées qui auront lieu le 23 février prochain. Il faut également savoir que le chancelier gouverne sans majorité réelle. Donc, l'économie allemande est plombée par les difficultés de son industrie, secteur qui était d'ordinaire pilier de sa croissance. Elle est plombée aussi par un repli de l'investissement, une consommation modérée malgré un ralentissement de l'inflation. Donc il est clair de toute façon que sur le plan européen, les autres pays, dont la France, vont devoir clairement s'entendre, je dirais, pour riposter face à la guerre commerciale qui s'annonce avec les USA. Alors ensuite, au niveau de la conjoncture nationale, alors bien sûr, tout le monde a en tête les plans sociaux évoqués de Auchan, Michelin, Valeo, Nexity, Sanofi, Arcelor, Mittal, Bosch, mais en fait, cette liste est loin d'être exhaustive car c'est véritablement l'arbre qui cache la forêt. Les statistiques officielles, et notamment la DARES, relèvent une augmentation de 15% des licenciements économiques sur le premier semestre 2024. Donc, il est clair que la série noire devrait se poursuivre, les entreprises ajustant désormais à une activité en berne leurs effectifs. Alors, le budget 2025. Alors, comme vous l'avez vu hier, pour la motion de censure adoptée à l'encontre du gouvernement donc Barnier, qui avait prévu 30 milliards de hausse d'impôts l'année prochaine pour enrayer la spirale des déficits publics. Sur ce total, la majorité, c'est-à-dire globalement 22 milliards, devait reposer sur les entreprises, en particulier les PME. Donc, c'est une perspective qui inquiétait à juste titre les entreprises. En l'état, pour l'instant, pas de visibilité, encore moins de stabilité. Donc, là, je ne peux dire qu'à suivre. La slide suivante. Alors, en termes d'atterrissage à fin 2024, alors pour l'indice de dynamisme entrepreneurial, notre estimation est à 1,3 contre 1,4 en 2023. On constate, je dirais, de fortes disparités au niveau régional. Comme déjà évoqué, ce repli par rapport à 2023 s'explique par plusieurs facteurs, le tassement des créations et la hausse des disparitions. Le niveau des radiations volontaires reste toujours très élevé, notamment en Île-de-France. L'autre marqueur préoccupant, je dirais, dans les disparitions, demeure la forte augmentation des radiations pour liquidation judiciaire, résultant d'un risque d'illiquidité qui s'est rendu en 2024, qui s'est tendu en 2024 pour les petites entreprises. Pardon. Donc, côté défaillance, on se dirigerait donc à minima vers 63 000 défaillances, soit, alors ça c'est un seuil bas, je le précise, soit une progression d'environ 15% par rapport à 2023. Alors, sur les premiers mois de 2025, donc sans surprise, je dirais, les défaillances devraient poursuivre leur tendance haussière. Je vous rappelle en outre le nombre de plans sociaux en cours. Et dans le même temps, le tassement des créations devrait perdurer, y compris chez les micro-entrepreneurs. C'est ce que nous constatons depuis l'été dernier pour cette catégorie. Dans ce contexte, l'IDE sur le premier trimestre 2025 ne devrait pas évoluer lui non plus à la hausse et demeurer globalement à 1,3.
Une précision, l'OCDE vient tout juste de réviser ses prévisions de croissance pour la France en 2025, la faisant passer de 1,2% à 0,9%. Cette révision est clairement liée à la conjoncture économique en Allemagne, on évoquait tout à l'heure, et puis à l'instabilité politique en France, alors que le pays, je le rappelle, se prépare à un redressement de ses finances publiques. Alors, les secteurs à surveiller. Je dirais que compte tenu des différents contextes évoqués, alors attends, je crois que c'est la... Non, c'est bon, tu vois, sur cette slide, c'est bon. Donc, je dirais que compte tenu des différents contextes évoqués, et encore plus cette année, tous les secteurs sont à surveiller. Et je rappelle d'ailleurs que l'indice de résilience Elisphère est à ce titre un très bon outil de suivi de nos secteurs d'activité. Alors, sans surprise, on pourrait évoquer le BTP, le transport routier de marchandises, l'automobile, le textile ou encore l'agro. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que ces secteurs sont non seulement impactés par le prix des matières premières, de l'énergie, mais également par un retrait de la consommation et une frilosité des investissements. Si on rajoute à cela l'activité en baisse, la hausse des coûts de production ou encore les difficultés de recrutement qui sont récurrentes, les tensions de trésorerie qui s'aggravent, on comprend mieux la morosité actuelle. Mais je m'arrêterai sur quelques autres secteurs, surtout, je dirais, au regard des mesures protectionnistes qui s'annoncent aux USA. La France pourrait être ainsi touchée de plein fouet par la hausse des droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis, qui, donc, je le rappelle, sont le 4e client de la France et le premier en dehors de l'Europe. En valeur, la France exporte globalement de l'aéronautique vers les États-Unis, des produits pharmaceutiques et puis des boissons, principalement des vins et des spiritueux. Alors, commençons déjà par le secteur pharmaceutique. Il est clair que le renforcement des droits de douane pour impacter le secteur européen et français du médicament. Je rappellerai que lors de son premier mandat, Trump avait déjà évoqué le fait qu'entre autres, les Européens fournissaient les médicaments aux Américains sans les produire sur leur sol. Donc, outre le retour d'une taxe probable, une réflexion, je dirais, pourrait naître chez les grandes entreprises européennes et donc françaises de délocaliser une partie de leur production et surtout de leurs investissements vers les États-Unis afin d'éviter les éventuels droits de douane. Je rappellerai néanmoins que la France s'est engagée pour la relocalisation de molécules stratégiques sur notre territoire et dans le même temps, en octobre dernier, malheureusement, je dirais, Sanofi a confirmé la cession à un fonds américain de sa filiale OPA qui commercialise, je le rappelle, le Doliprane pour environ 16 milliards d'euros. Alors ensuite, l'aéronautique. Alors, il est clair que les USA vont faire le maximum pour redorer le blason de Boeing, qui n'a pas été épargné cette année, et puis lui redonner plus de force dans les appels d'offres pour contester Airbus. Une certitude en notre faveur, néanmoins, je dirais, les Américains ont besoin des composants français pour le secteur, donc nous devrions être préservés. Le gros sujet est avec l'aérospatiale et la proximité de Trump avec Elon Musk, qui est censé devenir, je vous rappelle, le conseiller en charge de l'efficacité gouvernementale. Il est vraisemblable que SpaceX pourrait bénéficier de gros investissements et donc globalement, l'avancée technologique des USA par rapport à l'Europe et donc par rapport à la France pourrait encore se creuser. Alors, le secteur du luxe. Alors là, ça donc peut-être en étonner certains. Alors oui, ce sera toujours une valeur sûre. Néanmoins, le secteur du luxe, alors en France principalement, on va citer Kering, on va citer LVMH, avec des marques que vous connaissez déjà. Elles subissent, toutes ces marques, une baisse de la consommation chinoise, mais également américaine. Et donc, tous ces grands groupes s'inquiètent, je dirais, des taxes éventuelles prévues par le futur gouvernement Trump. Alors, non seulement les grandes marques de prêt-à-porter ou de maroquinerie, mais aussi, je dirais, les grands noms des vins et spiritueux sont concernés. Pour exemple, l'impact de la baisse des ventes en Chine s'est déjà ressenti avec un fort recul en bourse de LVMH, en gros, moins 27,5% depuis mai 2024.
ce qui est quasiment historique, parce que même en pleine pandémie, ça n'était pas le cas. Et puis, un autre rappel, au premier mandat de Trump en 2016, la taxe sur les vins français avait engendré un préjudice de près de 500 millions d'euros pour la filière française. Donc, pour rappel, les USA représentent 20% des exports des viticulteurs français. Donc, au-delà du luxe, je dirais, c'est toute la filière viticole qui s'inquiète et plus largement notre agriculture qui attend des mesures concrètes d'accompagnement. Allez, on va terminer par une note positive, néanmoins. Je vais juste évoquer brièvement les 3 milliards d'investissements dans le port du Havre, par exemple, avec l'implantation de 3 usines qui produiront de l'hydrogène, du lithium pour les batteries des voitures électriques et du méthanol. Un bémol, néanmoins, la courbe des ventes en Europe a montré des signes d'affaissement. En France, nous nous situons un peu au-dessus de la moyenne européenne, mais surtout grâce aux aides apportées pour l'acquisition de véhicules donc électriques. Et je vous rappelle que ces aides, malheureusement, devraient fondre en 2025. Alors, vous avez vu que les analyses sont riches, qu'elles se font à un niveau assez fin. Donc la question, c'est comment vous, est-ce que vous pouvez les prendre en compte de manière rapide dans vos analyses? C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce que nous appelons chez Lisfer l'indice de résilience. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc l'indice de résilience, c'est un indice qui vous aide à déterminer si l'entreprise que vous êtes en train d'analyser est capable de faire face aux chocs économiques et financiers. Donc, comme l'a expliqué Max, déjà, c'est-à-dire que ça prend en compte l'évolution du contexte économique, son impact sur le secteur d'activité de votre client et donc sur le risque d'illiquidité de l'entreprise que vous analysez. Donc, ça prend en compte tous les chocs conjoncturels avec l'inflation, le prix des matières premières, de l'énergie, le coût du transport maritime, tous ces éléments qui vont impacter les entreprises. Si tu viens passer au stade suivant, merci. C'est un indicateur qui est construit sur 2 piliers. Il y a un premier pilier financier, un deuxième pilier sectoriel. Le premier pilier financier, parce qu'on vient identifier le risque d'illiquidité de l'entreprise que vous analysez. Et un deuxième indicateur, donc sous-indicateur sectoriel, qui va permettre de déterminer la sensibilité de l'activité de l'entreprise justement à la crise et aux conséquences de la crise. Et donc ça se fait à un niveau précis, parce qu'on regarde le code APE, pas uniquement la filière. Et donc, cet indicateur vous permet va vous dire, votre client a un risque de crédit qui est jugé sensible. Et pourquoi? Parce que, il a un risque de liquidité fort ou moyen, et derrière, parce que l'impact des crises actuelles sur son secteur est jugé sensible et va impacter sa trésorerie. Donc, tout ce que vient vous expliquer Max, tous les éléments qu'il prend en compte, en fait, vient des analyses internes, mais aussi des retours des banques, des institutions, de nos partenaires, de nos clients, etc. Et donc, sur quasiment 700 codes d'activité, 696 pour être précis. Donc, il y a cette analyse fine que vous pouvez, qui doit vous permettre de prendre des décisions aussi rapidement avec un indicateur qui prend en compte tous ces éléments conjoncturels. Donc, finalement, que ce soit sur les comportements de paiement, sur la conjoncture et les impacts sur le secteur, voilà, ce qui compte, c'est de se dire comment est-ce que ce qui se passe en ce moment va venir impacter donc la trésorerie et comment est-ce que je peux les anticiper. Et d'où nos efforts pour et la conception de l'indice de résilience, le pay-trend, pour vous faciliter vos analyses et faciliter votre prise de décision. Alors, nous arrivons au bout de la présentation, mais nous allons prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les Merci à tous mettre les dans la trois. conversation.
Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle à nos participantes, vous pouvez désormais activer vos micros et vos caméras si vous souhaitez prendre la parole. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous laisse la parole. Nous avons eu des réactions, des questions dans le chat. La première question de Laurent Bouin revient sur les causes de retard. Est-ce que alors vous avez mentionné l'organisationnel dans les causes de retard, est-ce qu'elle est vraiment une cause ou est-ce que c'est pas plutôt une excuse pour masquer une autre cause plus volontaire? Alors, c'est une bonne question. Alors, l'organisationnel, effectivement, c'est le principal motif que reporte la DGCCRF lors de ses contrôles. Personnellement, dans mon expérience personnelle, quand je travaillais sur l'international, j'avais affaire aussi à des schémas de facturation qui étaient assez compliqués. C'est-à-dire, je devais demander, par exemple, un numéro un purchase order dans un pays et envoyer la facture dans un autre pays. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont réelles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui sont très compliquées. Par contre, je suis d'accord que si rien ne bouge, le problème, c'est que ça devient volontaire. C'est que c'est plus un problème organisationnel, mais si aucune amélioration, aucun investissement n'est fait, aucune mobilisation de ressources n'est faite pour améliorer les choses, c'est que ça devient volontaire. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Pas de main levée pour le moment, donc j'enchaîne sur la deuxième réaction, toujours de Laurent Bouin, qui est une question sur la facturation électronique. En quoi est-ce qu'elle peut améliorer les délais de paiement? Alors, nous avons eu un autre intervenant, Delphine Siméon, qui a apporté un élément de réponse. Oui. Je pense que oui, dans le sens où on va recevoir les factures dès leur création et non pas parfois suite à une relance. Voilà, alors il y a 2 choses, c'est que d'abord, premièrement, c'est qu'en fait, le flux de facturation, il va être normalisé. C'est-à-dire que, si la facture n'est pas conforme, l'émetteur de la facture sera directement, tout de suite informé et pourra réémettre la facture, comme il faut. Et donc ça fera derrière, il y aura pas de potentiel, enfin, il y aura beaucoup moins de litiges, derrière. L'autre chose, c'est qu'effectivement, pour avoir discuté avec certaines PDP, il y a des fois, il y a des factures qui arrivaient papier, qui arrivaient dans le bon service à plus 15 jours. Déjà, plus 15 jours, il y a déjà 15 jours de passé avant que quelqu'un ait pris en compte la facture. Donc ça, c'est des choses aussi qui existent et qui existent encore. Donc la facturation, de ce point de vue-là, améliorera les choses. Et l'exemple en fait que j'ai un peu regardé, c'est qu'en Italie, la facturation électronique est en place depuis 2016 et le retard de paiement moyen a légèrement diminué. Je dis légèrement parce que c'est vrai, il a légèrement diminué, mais il faut bien comprendre aussi qu'en Italie, le poids du secteur public est un peu plus important qu'en France et que par contre, le secteur public n'a pas amélioré, lui, grandement ses comportements de paiement. Donc voilà, c'est un peu un retour d'expérience que j'ai constaté côté italien. Merci, Michael. Donc, je ne vais pas dans le room. J'avais voulu enchaîner sur une question qui vient plus sur la dynamique entrepreneuriale. Est-ce qu'on peut revenir sur les difficultés persistantes rencontrées par le secteur automobile? Quelle est votre vision dessus? Oui, pardon, excusez-moi. Le secteur automobile, effectivement, je dirais, il est en plein marasme. Je rappellerai simplement déjà dans un premier temps que Michelin a annoncé la fermeture de 2 usines en France, censées supprimer près de 1200 emplois. Il y a Volkswagen et Stellantis qui ont annoncé plus ou moins, je dirais, des mesures similaires. Ensuite, il y a le sujet de la transition vers l'électrique. Alors, les ventes sont en baisse globalement de 11%. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que les incitations gouvernementales vont fondre. Donc, ça n'est pas un bon point. Et puis, il y a aussi cette deadline de 2035. L'Europe a tranché sur le tout électrique.
Et je crois que c'est vraiment, on a un gros problème, je ne veux pas dire un gros problème européen, mais il y a des décisions qui sont prises et après, on a toujours l'impression de se dire, mais comment on va respecter les délais? Et je pense que l'automobile, comme l'agriculture, c'est des combats identiques dans le sens où, mettons, pour les agriculteurs, on a supprimé le glyphosate sans leur proposer autre chose. Et ben là, pour l'automobile, on dit tout le monde à l'électrique, alors que fut un temps, il y avait des subventions pour le gasoil et autres. Là, maintenant, c'est tout à l'électrique. Et puis là, on est en train de se dire, mais comment on va pouvoir y arriver d'ici 2035? Alors, le sujet est européen, mais en France, globalement, on n'est pas très bien positionné, même s'il y a clairement des projets de construction d'usines de batteries, donc à moyen terme. Mais il est clair que la tendance devrait être encore négative ces prochains mois sur toute la filière et largement sur tout l'exercice 2025, je dirais. Merci pour cet éclairage. Je vous propose qu'on en reste là et qu'on conclue sur le dernier commentaire de Madame Farenzo qui vous remercie pour cette analyse pertinente et très instructive. Donc, je vous remercie également pour la richesse de toute l'intervention, de vos 3 interventions et pour votre efficacité parce qu'on a bien tenu le délai. Je remercie également nos participants et je précise à nos participants que vous pourrez retrouver le contenu de ce webinaire sur le site de la FDCC. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et un excellent après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.